Voici mon mari et la femme qui me fait souffrir jusqu'à maintenant. Elle lui a offert sa jeunesse, son cœur et presque 20 ans de sa vie. Mais un jour, tout s'est effondré. J'ai tout perdu, plus de 200 millions en un seul jour. Sa maison était un champ de bataille. Son amour s'était transformé en terreur. Et l'homme qu'elle avait autrefois connu était désormais un étranger. Ils avaient des machettes, des couteaux et des objets tranchants, prêts à me combattre. Voici Olive Kagendo, une mère, une croyante et une femme dont la vie s'est écroulée devant elle. Abandonnée, menacée et expulsée de sa propre maison, elle se bat aujourd'hui non seulement pour survivre, mais pour ses enfants et pour sa voix. J'avais construit beaucoup de terrain à Nairobi. Nous avons beaucoup de biens. Et même maintenant, c'est notre chambre conjugale, de laquelle je suis chassée de cet espoir. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Pourquoi me fait-on cela? Dans un monde où la vérité est étouffée, elle refuse de se taire. Voici son histoire, sans détour, bouleversante, mais inébranlable. Je m'appelle Olive Kagendo. J'ai 46 ans. Je vais parler de mon mari. Et comment je suis arrivée à être en couple avec mon mari, qui s'appelle Peter. Je me suis mariée avec lui en 2005, là où il était mon enseignant auparavant. Avant le chagrin et les longs silences, il y avait quelque chose qui ressemblait à de l'amour, ou du moins ce qu'Olive Kagendo pensait être de l'amour. Elle était une jeune femme brillante et optimiste, qui avait surmonté beaucoup, mais gardait l'espoir que quelqu'un, quelque part, l'attendait. Puis elle l'a rencontré, un homme doux, calme, engagé dans l'église. Il était respectueux, gentil, et parlait de l'avenir avec sérieux. Leur romance n'était pas précipitée. Elle était constante, priante et intentionnelle. Olive était assez courageuse pour s'imaginer vieillir avec lui. Mais ce qui avait commencé dans l'espoir et les rires nocturnes s'est peu à peu transformé en sacrifice, en souffrance silencieuse et en tristesse ultime. Je suis prête à vous expliquer comment j'ai perdu 200 millions de shillings en un seul jour. Laissez-moi d'abord commencer par comment je me suis mariée et comment ma relation est arrivée jusqu'au mariage. J'ai rejoint le lycée en 1995. Et quand je suis entrée au lycée, il y avait un gars qui allait à la même église que moi. Mais il était plus avancé que moi dans les études. Quand j'étais au lycée, lui était à l'université d'Eldoret. Mais quand j'étais en seconde, il est venu faire son stage dans mon lycée. C'est là qu'il a commencé à s'intéresser à moi. Et à partir de ce moment-là, il était devenu mon professeur. Il faisait des cours de soutien dans mon lycée. Il m'enseignait la physique et les mathématiques. Et à partir de là, quand il s'est intéressé à moi, il ne me l'a jamais dit. Parce que c'était une culture dans notre église que quand un garçon s'intéresse à une fille, il doit aller en faire le rapport aux anciens de l'église. Et ensuite, la fille est réservée. Donc, ça a pris du temps, jusqu'à ce que je termine le lycée. Et quand j'ai terminé le lycée, il est allé voir le chef des anciens de l'église et il a fait le rapport. Et ensuite, cela a été transmis à mes parents. Et quand j'ai fini le lycée, c'est comme ça que je me suis mariée avec lui. Il est venu chez nous et le mariage a été organisé. Et j'ai été mariée selon notre droit coutumier en 2005. Après leur mariage, Olive et son mari ont déménagé à Nairobi, poursuivant des opportunités avec rien d'autre que des rêves. La ville était rapide et impitoyable, mais Olive n'avait pas peur du travail dur. Pendant qu'ils poursuivaient le ministère, elle portait la charge, travaillant de longues heures, élevant leurs enfants et soutenant l'homme en qui elle croyait.
Elle a construit leur vie brique par brique, sacrifiant le confort et ignorant les signaux d'alerte. Avec discipline, prière et espoir, elle a tout donné pour leur famille, croyant que son amour, ses efforts et sa foi suffiraient un jour à tout maintenir. 2006, En 2006, nous sommes venus à Nairobi, où nos parents nous ont bénis. By that time is when now he and started working, but it was. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à travailler pour la première fois, ce qui a rendu notre vie très difficile. Nous avons vraiment commencé notre vie à partir de zéro, sans rien. Il m'a emmenée à Nairobi. J'étais très heureuse et totalement nouvelle dans cette ville. Nous avons cherché un logement et avons trouvé un bed-sitter. Nous n'avions absolument rien, pas même de quoi dormir. Nous avons dormi à même le sol jusqu'à ce qu'il reçoive son salaire, ce qui nous a permis d'acheter un matelas puis un lit. C'est ainsi que notre vie a commencé. Son travail était bon et c'est à partir de là que nous avons commencé une vie meilleure, aussi progressée. Good life from there. We also advanced, and when it was back in 2007. En 2007, il a trouvé un bon emploi au sein de Kenya and Corruption, avec un meilleur salaire. Notre amour a vraiment commencé à ce moment-là. À partir de là, nous avons réussi à acquérir des terrains à Nairobi et à y construire des maisons, ce qui nous a permis d'avoir un revenu locatif. Puis, en 2008, nous avons été bénis avec la naissance de notre premier enfant, une fille nommée Reine Sheba. À ce moment-là, nous vivions déjà dans nos propres maisons, celles que nous avions construites. En 2009, mon mari a été muté du siège de Nairobi à Mombasa, toujours chez Kenya and Corruption, où il a aussi très bien travaillé. Son rang y était meilleur et nous avons pu construire des maisons sans difficulté. Nous avons également acquis des terrains à Mombasa et y avons construit notre maison. La vie était bonne. Grâce à son travail, nous avons lancé une autre entreprise, une société de sécurité. Pendant qu'il était à Mombasa, c'est moi qui gérais cette société depuis Nairobi. Les revenus étaient pas meilleurs, ce qui nous a permis de construire d'autres immeubles jusqu'au 7e étage. Les revenus étant excellents, nous avons décidé d'acheter une maison. Nous avons commencé à la construire après l'avoir achetée en 2012. La maison dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Cette même année, après être resté quelque temps à la maison, j'ai décidé d'élever quelques vaches et des cochons sur ce terrain que nous avions acquis. Ensuite, nous avons décidé d'y bâtir notre foyer et d'y... Quand Olive est revenue de Mombasa, fatiguée mais pleine d'espoir, elle a trouvé la porte de leur maison verrouillée. La maison qu'elle avait bâtie avec amour était désormais froide et silencieuse. Valise à la main, le cœur brisé, elle a compris qu'elle n'avait pas seulement été enfermée dehors. On était en train de l'effacer silencieusement de la vie pour laquelle elle s'était sacrifiée. Après quelque temps, lui seul, parce qu'il venait vérifier comment on allait. Toutes les 2 semaines, il venait. Ou bien c'est moi qui allais à Mombasa. Puis, il a commencé à passer 1 mois ou 2 sans venir. Et quand j'insistais pour aller lui rendre visite, il pouvait m'empêcher d'aller à l'endroit où il était, à Mombasa. Un jour, j'ai décidé d'y aller, en silence. Quand je suis allée discrètement à Mombasa, j'ai voyagé pendant la nuit avec mon petit bébé. Et quand je suis arrivée à Mombasa, je suis allée à la maison où il était. J'ai trouvé que la maison était fermée. Quand je l'ai appelé, il ne répondait pas à mes appels.
Alors, j'ai décidé d'appeler notre pasteur principal à Mombasa. Quand je l'ai appelé, il m'a dit, « Moi, je suis pasteur, et je ne veux pas te mentir. Ton mari s'est marié avec une autre femme. Et quand tu partais, il m'a dit, « Quand elle viendra, je ne dois pas lui dire cela. » Donc le pasteur et un autre de ses amis sont venus pour me payer le ticket de bus. Le soir, je suis repartie. J'étais vraiment très fatiguée avec le petit bébé et très stressée à cause de tout cela. Après avoir été enfermée dehors, Olive s'est accrochée à l'espoir. Peut-être que c'était juste un malentendu. Mais ensuite, il est venu. Non avec des explications, mais avec des papiers de divorce. Pas de conversation, pas d'excuses, juste une froideur définitive. 19 ans, envolée, tremblante, stupéfaite. Elle a dit non, croyant encore qu'il restait quelque chose à sauver. Mais quand je suis revenue à Nairobi, je suis restée silencieuse. Je ne lui ai rien demandé à cause de l'amour que j'avais pour lui. Je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait me faire cela. Mais tout le monde savait que c'était vrai, qu'il était dans une relation. En 2010, j'ai compris qu'ils avaient même eu un enfant ensemble. C'est à partir de là que les menaces ont vraiment commencé. Et après le début de ces menaces, c'est là que ma vie a commencé à se dégrader, car je ne pouvais même plus l'appeler en cas d'urgence. Peut-être que les enfants étaient malades, ou même moi, quand j'avais besoin de lui, je ne pouvais plus le joindre. Cela a duré jusqu'en 2012. Mais en 2012, voyant comment les choses évoluaient, je lui ai dit, « Maintenant que nous avons assez de revenus, accepterais-tu qu'on construise une autre maison ?» Il a accepté et m'a dit, « Va chercher un terrain pour qu'on puisse y construire une maison. » Et la maison où nous sommes aujourd'hui, c'est celle que nous avons achetée et commencé à construire. Ensuite, en 2014, j'ai donné naissance à notre deuxième enfant, Abigail Cardone. C'est là que notre vie a changé. La première fois que je lui ai dit que j'avais eu ce bébé, il m'a répondu que cet enfant n'était pas de lui. Mais la pression ne s'est pas relâchée. Jour après jour, appels, messagers, menaces. Une tempête qui refusait de la laisser respirer. Et finalement, dos au mur, fatiguée et brisée, elle a signé. Quand il est allé au travail, il m'a appelé quand il était en ville et m'a dit « Je voulais te voir aujourd'hui. » Je lui ai demandé « Pourquoi tu ne me dis pas ce que tu veux me dire ce soir ?» Il m'a dit « Non, je veux que tu viennes en ville parce que j'avais beaucoup de douleur en moi. » Je n'y suis pas allée. Mais le soir, quand il est rentré à la maison encore, et maintenant, il n'est pas venu avec cette femme, il est venu avec une lettre de divorce. C'était maintenant en 2016. Il est arrivé avec une lettre de divorce, une ordonnance du tribunal pour divorcer. Et il m'a dit, « Je veux que nous divorçons. » Je lui ai demandé, « Pourquoi tu divorces de moi? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal pour que tu veuilles divorcer de moi? » Il m'a dit, « Non, je veux que nous divorçons. » Alors, ce que j'ai fait, je lui ai dit, « Pas de problème. » Puis, j'ai appelé les membres de ma famille et je leur ai dit que mon mari était venu avec la lettre de divorce. Et je leur ai expliqué ce qui m'arrivait. Un de mes oncles m'a dit, « Maintenant, tu vois, quand les choses arrivent, elles sont comme ça. Et quand tu vois un homme venir avec des papiers du tribunal pour te dire qu'il veut divorcer de toi, tu signes juste et tu envoies ces papiers. Parce que la décision qu'il a prise, tu ne peux pas la changer. » Alors, dans ma tête, je ne comprenais pas pourquoi on me divorçait. Je n'ai pas signé les papiers. La nuit, il n'arrêtait pas de me dire de signer les papiers, mais je ne les ai pas signés. Donc, le jour suivant, je devais aller faire les uniformes, parce que maintenant, on avait une entreprise de sécurité, dans laquelle j'étais la gérante. C'est moi qui faisais les patrouilles de nuit, je gérais tout. Et on avait de bons contrats, parce qu'on avait les contrats avec les distributeurs de Safaricom. Donc, les affaires marchaient très bien. Ce matin-là, je devais aller faire plus d'uniformes pour les nouveaux gardes.
là où je devais les emmener pour leurs initiales. Et quand je suis allée en ville, avant de sortir de la maison, il m'a dit, « Quand tu finis de récupérer les uniformes, je veux que tu viennes en ville. » Quand je suis allée en ville, il m'a dit qu'on devait se rencontrer près du bâtiment de Kenya Power. Tu sais où est le bâtiment de Kenya Power? Quand j'y suis allée, je l'ai vu debout là, en train de m'attendre. Puis, il est devenu encore plus dur avec moi. Il m'a dit, « Je veux que tu signes ces papiers. » Alors, quand je me suis souvenue de ce que les membres de ma famille avaient dit, ils ont juste décidé de signer les papiers. Et j'ai signé les papiers, et je devais comparaître au tribunal dans les 14 jours. Et moi, je lui ai dit que je ne savais rien sur les affaires de tribunal et tout ça. Et il m'a dit, « Quand les jours approcheront, je te dirai quoi faire. » Alors, j'ai attendu en comptant mes 14 jours, comme on m'avait dit, mais il ne m'a jamais dit quoi que ce soit. Moi, je ne suis jamais allée au tribunal après ça. Donc, même ça, je ne l'ai pas suivi. Pendant qu'Olive était à l'hôpital, en convalescence et vulnérable, son mari est venu la voir. Pendant un bref instant, elle a pensé qu'il venait par souci, peut-être même par regret. Mais au lieu de cela, il lui a dit que son autre femme avait découvert qu'il voyait encore Olive. Cette révélation avait causé le chaos dans son deuxième foyer. Et maintenant, il était sous pression. Une fois encore, Olive se sentait comme une honte cachée. Des examens ont été faits et les résultats de l'échographie ont montré que le liquide amniotique était terminé. Donc, j'ai dû être admise. Je parle de cet hôpital pour que vous sachiez d'où viennent maintenant les problèmes. Après avoir été admise, j'ai été admise tard dans la nuit, vers peut-être 22 heures, minuit. Et ensuite, mon mari m'a laissée alors que j'étais dans le service et tout. Même mes cousins, mes sœurs et les chauffeurs, ils sont tous partis pendant que j'étais laissée à l'hôpital. Donc, quand il est parti, moi j'ai été laissée à l'hôpital, mais très tôt le matin, à l'hôpital M.P.Sha, il est arrivé. Je ne m'y attendais même pas. Et vous voyez, quand on est enceinte, on a de la pression. On dort seulement. Donc moi, je ne me suis même pas rendu compte que c'était plus tôt qu'avant. Il est venu et m'a dit, « Je suis venu voir comment tu as dormi et je sais comment tu te sens. » Mais dans cette situation, il m'a dit, « Ma chère, je suis désolée pour ça. Même si tu es dans le service, je veux te dire qu'il y a eu un malentendu cette nuit. » Je lui ai demandé, « Quel malentendu ?» Il m'a dit, « Quand je suis sortie de l'hôpital la nuit dernière, je ne suis pas allée dans notre maison. Je suis allée dans la maison de l'autre femme. Mais vers 3 heures, un message de l'hôpital est arrivé sur mon téléphone. Mais moi, je n'ai pas ouvert ce message. C'est l'autre femme qui a ouvert le message et a découvert que tu étais en maternité. Je lui ai demandé, « Quel est le problème ?» Il m'a dit, « Il y a un problème, parce que je ne lui ai jamais dit que j'étais encore avec toi. Elle sait déjà que je t'ai divorcée depuis longtemps. Et maintenant, elle est sur le point de venir confirmer. » Après cette visite à l'hôpital, son mari a organisé un transfert pour Olive, mais ce n'était pas par souci, c'était par peur. Son autre femme était devenue soupçonneuse et avait menacé de venir vérifier par elle-même. Cette nuit-là, Olive n'a pas pu dormir. Elle restait là, agitée. Non seulement à cause de la douleur dans son corps, mais à cause de la tempête qui grondait autour d'elle. La peur d'être exposée, humiliée ou confrontée s'ajoutait à une situation déjà insupportable. La nuit a été terrible. J'ai passé une nuit blanche avec beaucoup de douleur et de stress. Je peux gentiment te demander, parce que je sais que maintenant, ma vie est en danger. Je veux qu'on fasse le transfert. Je lui ai demandé, « Pourquoi tu fais le transfert pour moi à cause d'une autre femme? Moi, je ne me soucie pas d'elle. Même si le message est venu sur le téléphone, cela dépend de ce que le messager a livré dans ce message. » Il m'a dit que le message était très clair, parce que le message disait « Olive Kagendo, admise à la maternité de M.P.Sha. » Donc je n'avais pas le choix. Mais malgré tout, j'ai nié que nous étions ensemble, toi et moi.
Olive n'a pas discuté lorsqu'il a organisé le transfert. Au fond, elle savait que ce n'était pas pour elle, c'était pour couvrir ses traces, calmer la tempête avec son autre femme, mais même là, elle a gardé le silence. Pas parce qu'elle était d'accord, mais parce qu'elle l'aimait trop. Après tout, la trahison, la douleur, le rejet, son cœur s'accrochait encore à l'homme qu'elle avait connu. Elle a accepté le transfert, non par faiblesse, mais par amour. Un amour qui refusait de lâcher prise, même lorsqu'il faisait mal. He was so stressed telling me that Il me stressait tellement, il me disait qu'on devait faire le transfert. Je me suis souvenu d'une maman un jour qui avait dit qu'il devait appeler tous les membres de sa famille pour qu'ils se connaissent les uns les autres. Parce que la situation qu'elle avait vue en lui n'était pas bonne. À chaque fois, il emmenait à sa mère une nouvelle femme, de nouveaux enfants. Et la mère était très stressée à cause de ça. Alors je lui ai dit, « Tu te souviens de la réponse de ta mère? Maintenant, voilà ce qui va arriver. » Et il m'a dit, « Je me souviens, mais vu la situation dans laquelle je suis maintenant, soit on sort de l'hôpital, soit tu fais le transfert. » Ensuite, mon docteur est entré. Il venait voir comment j'allais, mais ils sont sortis ensemble. Quand le docteur est revenu, il m'a dit, « On a parlé entre hommes et il a accepté qu'on fasse le transfert. » Changer d'hôpital? Oui, après 10 jours d'hôpital. J'étais à l'hôpital Mpesha et je lui ai demandé, « On va où ?» Il m'a dit, « On va avoir un nouveau. » Donc parfois, à cause de l'amour que j'avais pour lui, je ne discutais pas. Je lui ai dit, « Si tu es capable de t'occuper de mon bébé, on n'a pas de problème. » Mais au même moment, le fait de faire le transfert, je pense que c'était miraculeux, parce que la femme était déjà venue confirmer que c'est moi, que je suis enceinte. Donc, ce qu'on me cachait, peut-être qu'il n'y avait plus de raison. Mais lui, il savait tout. J'ai reçu mon traitement à l'hôpital Mpesha. Après ça, quand je suis allée pour la césarienne, c'est là encore que la réquisition, le message est encore arrivé sur le téléphone. Alors que la trahison s'approfondissait, Olive a fait face à quelque chose de plus sombre, l'effacement par la force. Des inconnus sont arrivés, ont exigé qu'elle quitte sa maison et ont utilisé la violence lorsqu'elle a résisté. En tenant son enfant, elle a été bousculée, ses affaires jetées. Ce n'était pas juste un chagrin d'amour, c'était du contrôle. Mais Olive est restée debout. Elle les a dénoncés, a donné des noms et dit sa vérité. Ils lui ont volé sa maison, mais pas sa voix. Il est arrivé avec les soudeurs. Il a découpé toutes les portes, même les cadenas du portail, puis il est entré. C'est là qu'il a commencé à verrouiller toutes les portes, à découper, et les soudeurs remplacés par de nouvelles serrures. Mais maintenant, tu vois, je lui ai envoyé l'argent. Je ne sais pas ce qui se passe depuis. J'ai récupéré la jeune fille de maison à la sortie ici à Roaï, et nous sommes rentrés à la maison. Quand je suis revenue à la maison, je l'ai trouvée devant le portail, près de la route. Et en arrivant, j'ai demandé à ma fille, « Qui a ouvert notre portail ?» J'ai commencé à leur demander, « Avez-vous verrouillé le portail ?» Elles m'ont dit, « Madame, nous avons verrouillé. » Et puis j'ai vu le père regarder dehors depuis le portail, et il nous a dit, « Retournez d'où vous venez, ce n'est pas votre maison. » Alors, j'ai tenu ma cicatrice de césarienne, je suis descendue, et je suis allée lui demander, « C'est quoi le problème ?» Il m'a dit, « J'ai dit que ce n'était pas ta maison. Et rappelle-toi que je t'ai divorcé, ce n'est pas ta maison. Retourne d'où tu viens. » Il n'a même pas compté jusqu'à 10. J'étais tellement stressée. Et alors, ma cicatrice a éclaté et j'ai commencé à saigner jusqu'à l'intérieur. Quand les soudeurs à l'intérieur ont vu qu'il y avait des tensions, ils sont venus vers l'autre portail. Et le soudeur qui venait du centre commercial à côté est venu et lui a demandé « Est-ce que c'est ta maison ?»
Je ne savais pas. Et tu nous as dit que tu avais perdu les clés? Oui. Et cette femme, je la connais. C'est chez elle. Pourquoi lui fais-tu ça? Elle a accouché récemment. Alors, il a commencé à se disputer avec ses hommes. Et les hommes sont partis. Ensuite, je suis restée seule avec lui. Quand les voyous sont venus me chasser de ma maison, voilà comment mes enfants ont eu très peur. Et après, quand ils sont entrés dans la maison, ils ont tout sorti en jetant mes affaires dehors, et pour aggraver les choses, ils ont jeté tous les objets que j'avais achetés pour préparer les enfants. Ce sont toutes les affaires qu'ils ont jetées dehors. Comme ça. Ce sont les voyous. Ce sont les gens qui sont venus sortir les affaires de la maison. Ils avaient des machettes, des couteaux et des objets tranchants, prêts à se battre avec moi. Voilà comment la maison a été découpée. Les serrures retirées pour qu'ils puissent entrer. Quand tu viens ici, voilà mon mari et la femme qui me fait souffrir jusqu'à maintenant. Ce sont les deux personnes qui sont venues avec des voyous pour me mettre dehors. C'est lui qui parle avec les soudeurs, ceux qu'il a utilisés pour faire des arrêts à la maison, pour que je ne puisse pas entrer. Ce sont les voyous. Et les véhicules sont garés au bord de la route. Et tu peux voir comment il parle à ces hommes. C'est toujours lui. C'est lui qui est dans la maison en train de chercher les documents. Pourtant, il n'a jamais trouvé les documents. Regarde, c'est toujours lui qui cherche les documents. Parce que je venais juste d'accoucher. Voilà comment je saignais. Parce que la cicatrice de la césarienne était très, très fraîche. Après avoir été forcée de quitter la maison qu'elle avait aidé à bâtir, chassée comme une étrangère, Olive a tout perdu. Plus de 200 millions de shillings en biens et comptes communs ont disparu, ne lui laissant que ses enfants et les souvenirs d'une vie construite ensemble. Elle resta devant le portail, enfermée dehors, non seulement d'une maison, mais d'un avenir qu'elle croyait autrefois sécurisé. De là, il a appelé les hommes qui étaient cachés quelque part. Je ne savais pas où ces hommes se cachaient. Ils sont venus et sont entrés. Ils ont commencé à me jeter dehors. Moi, de là. Je suis sortie lentement. Et maintenant, nous avons donné l'alerte aux voisins. Je suis sortie, je suis allée à ma voiture avec ma césarienne. Je saignais et j'ai conduit lentement jusqu'à un poste de police. Je suis allée faire un rapport et pendant que je faisais le rapport, il avait déjà fait un rapport et disait qu'il avait une locataire dans la maison qui refusait de partir et qu'il l'avait mise dehors. Et moi, quand je suis arrivée, j'ai trouvé un véhicule là et il sortait à ce moment-là. Même avant que je fasse le rapport, j'ai commencé à lui parler. Les enfants pleuraient et lui demandaient « Papa, pourquoi tu lui fais tout ça ?» Même au poste de police, il y avait beaucoup de commissaires. À partir de là, il a été appelé par l'OCS. Il a nié et dit que je n'étais pas sa femme, qu'il n'avait pas d'enfant avec moi et que j'étais la locataire. Et c'est comme ça que la femme a commencé à m'insulter, la dame que je t'ai montrée sur les photos. Alors, ils ont commencé à m'insulter et à me harceler au poste de police. Puis, ils sont partis en voiture et j'ai été laissée avec l'OCS et d'autres officiers. Ensuite, j'ai commencé à raconter mon histoire et ils m'ont dit « Maintenant, on peut te soutenir, mais tu dois aller plus loin. » J'ai été conseillée par l'OCS. Il m'a dit « Si vous vous disputez pour le terrain, on ne peut pas résoudre ça ici. » Je leur ai demandé « Que puis-je faire ?» Ils m'ont dit « Retourne là où tu as acheté le terrain. Va et découvre la situation du terrain, parce que maintenant, on ne peut pas t'aider. » J'ai fait ce que l'OCS m'a dit.
Je suis allée directement au bureau où nous avons acheté le terrain. Quand je suis arrivée, je saignais encore. J'étais tellement stressée parce que, tu sais, le bébé avait 9 jours. Tu comprends? La césarienne avait 9 jours, c'était encore tout frais. Quand je suis arrivée à leur bureau, toutes les femmes qui étaient là ont commencé à pleurer. Elles m'ont dit, même avant que tu nous expliques, Olive, on est désolé pour ça. Ton mari est venu ici la semaine dernière. Il a pris les titres et il a dit que puisque tu as de l'argent, quand tu viendras, même si tu essaies de nous donner de l'argent, on prendra l'argent. Mais les titres sont déjà partis. Quand Olive est allée au poste de police pour signaler le harcèlement et le fait d'avoir été expulsée de chez elle, elle s'attendait à être protégée, ou au moins reconnue. Mais au lieu de cela, son mari a tout nié. Dans un revirement choquant, il a affirmé qu'elle n'était même pas sa femme. L'homme avec qui elle avait passé près de 2 décennies se cachait désormais derrière un mensonge, tentant d'effacer son existence avec quelques mots cruels. Olive est restée stupéfaite et le cœur brisé. J'ai tout perdu en une seule journée. Plus de 200 millions, parce que, même si on prend en compte l'entreprise de sécurité, les affaires, les terrains, les maisons, et d'autres entreprises qu'on avait montées, j'avais aussi des voitures que j'utilisais pour faire Uber. Donc, c'est énormément d'argent. Tout perdre comme ça, en une seule journée. Avant qu'on termine, peut-être que si ton mari regarde en ce moment, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? S'il regarde ce documentaire maintenant, ce que je peux dire, parce que moi je ne sais pas s'il est envoûté ou si c'était vraiment son souhait, ou quel que soit le plan qu'il avait pour nous. Moi j'ai traversé beaucoup d'épreuves. Je me suis occupée de nos enfants. Et tout ce qu'il m'a fait traverser, ce que je peux dire en premier, c'est que je lui pardonne pour ce qu'il m'a fait. Mais qu'il se souvienne de ses enfants, de son sang. Parce que quand on a des enfants, il y a toujours Dieu dans ce plan-là. Qu'il se souvienne que ses enfants pleurent pour lui, qu'il demande trop de l'aide, qu'il ne laisse pas les enfants souffrir. Parce que les enfants le connaissent et ils savent qu'il est capable, qu'il en a les moyens. J'ai bâti beaucoup de terrain à Nairobi. On a beaucoup de biens. Et même là où je suis en ce moment, c'est notre chambre conjugale. Et on m'enlève de cette maison. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi. Pourquoi on me fait ça? Pourquoi est-ce qu'on me fait ça? Mes enfants n'ont même pas de quoi manger. On me donne à manger. Au plus bas, Olive a supplié, non pas avec colère, mais avec le cœur brisé, implorant la sécurité de ses enfants. Ce n'était pas pour se venger, juste un abri, la paix et l'espoir qu'un peu d'amour puisse encore éveiller de la compassion. Maintenant, ce qui me fait vraiment mal en ce moment, c'est le père de mes enfants. Il a nié tous les enfants et a dit que je couchais avec d'autres hommes. Quand il a dit ça au tribunal, le tribunal a ordonné un test ADN. Et nous sommes allés dans un laboratoire gouvernemental à l'hôpital national Kenyatta. Et les résultats de l'ADN ont pris 2 mois avant de sortir. Et les résultats ont montré à 99,99% qu'il est bien le père biologique. Et quand les résultats ont été annoncés au tribunal, il a alors dit qu'il avait payé l'hôpital 2,5 millions de shillings pour les corrompre. Mon cri du cœur, c'est que le gouvernement prenne cette affaire en main, mène une enquête et qu'on sache la vérité. Qui ai-je corrompu? Parce que ça me fait énormément de mal, alors que je sais très bien qu'il est le père de mes enfants. Je n'ai rien fait et j'étais totalement innocente quand j'ai mis ces enfants au monde pour fonder une famille. Olive a lancé un appel au gouvernement pour qu'il prenne des mesures strictes et ouvre une enquête approfondie sur son cas. Elle croit qu'aucune femme ne devrait être chassée de chez elle sans justice. Tout ce qu'elle veut, c'est l'équité, la protection pour ses enfants.
et que la vérité éclate enfin. So another question that I have. Alors, une autre question que j'ai, quand mon mari a dit qu'il avait vendu ce terrain à Alice Jokidongo, le tribunal lui a demandé des documents. J'ai vu l'accord, où la personne censée signer pour montrer qu'elle est d'accord de vendre ce terrain, c'est moi qui devais signer. Jusqu'à maintenant, il n'a pas présenté ces documents. Et c'est la seule propriété qu'il me reste, car les autres ont été donnés à des gens que je ne connais même pas. Maintenant, ma grande question, c'est, nous sommes aujourd'hui au tribunal avec cette dame qui prétend que j'ai acquis illégalement ce terrain. Je n'ai nulle part où élever mes enfants. Où vais-je aller? Où vais-je emmener mes enfants? Maintenant, d'où viendra mon secours? Je demanderai même humblement au gouvernement, même aux tribunaux du Kenya, de faire des enquêtes et de savoir si ce terrain a vraiment été vendu. Parce que je fais face à beaucoup de questions. Mes enfants me demandent, « Maman, où allons-nous vivre ?» C'est le seul endroit où notre père nous avait dit, « C'est chez vous ici. » Où vais-je emmener mes enfants? J'ai tellement de peine. Parce que même si, comme aujourd'hui, il devait arriver quelque chose de grave à moi ou à mes enfants, je n'ai personne vers qui me tourner. Que le gouvernement entende mon cri et que toute personne qui veut nous venir en aide, je demande humblement à tout le monde de m'aider à faire la lumière sur ce terrain. Parce que je ne comprends pas pourquoi une autre femme prétend que ma maison est sa maison. C'est ça mon cri. Malgré tout ce qu'elle a traversé, Olive dit courageusement qu'elle lui pardonne. Sa voix ne porte aucune haine, seulement de la douleur. Mais ce qui lui fait le plus mal, c'est de voir ses enfants pleurer leur père, poser des questions auxquelles elle ne peut pas répondre. Il lui manque. Ils ne comprennent pas pourquoi il est parti. Olive garde l'espoir qu'un jour, il réalisera la douleur qu'il a causée, pas seulement à elle, mais aux âmes innocentes qui l'appellent encore papa. Le pardon, pour elle, est une force, pas une faiblesse. Conclusion. L'histoire d'Olive n'est pas seulement celle d'une trahison, c'est celle d'une persévérance. Une femme qui a tout donné, tout perdu, et pourtant est restée debout. Dans un monde qui voulait la faire taire, elle a parlé. Dans un foyer qui ne voulait plus d'elle, elle a continué de prier. Et même aujourd'hui, sans toit au-dessus de sa tête, elle s'accroche à ses enfants et se bat pour demain. Son histoire est un rappel que derrière chaque porte fermée se cache un récit. Et derrière chaque femme forte, une tempête qu'elle a surmontée. Voici la réalité d'Olive, et elle mérite d'être racontée. Mérite d'être racontée.